Bonjour à toutes et à tous. Ils n'ont pas attendu les exigences supplémentaires induites par les récentes dispositions annexées au code électoral en vigueur pour entamer l'exécution d'un agenda de prise de contact avec leurs militants dans le septentrion. L'Union progressiste, le Renouveau, a fait le tour des 4 départements du Nord Bénin dans une tournée de resserrement des liens avec les élus du Borgou, de l'Alibori, de l'Atakora et de la Donga. La haute direction politique du parti présidé par Joseph Diogbenou, composée des autres poids lourds de la première force politique du Bénin depuis 2019, était avant cette étape dans les collines. La campagne itinérante de reddition de comptes a eu une dimension nationale puisqu'elle a fait le tour de plusieurs localités du pays, des plus connues comme Cotonou, au moins en vue. On questionne le bien fondé de cette opération qui a séduit plus d'un dans cette émission, qui va aussi s'étendre à la santé actuelle en général de l'UP Le Renouveau. Le militantisme en politique sera aussi au cœur de nos échanges de ce matin avec Moukaram Badarou, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est aussi un ancien préfet des départements de l'Ouémé du Plateau. Cher invité, bonjour. Bonjour, cher ami. Eh bien, nous allons questionner aussi l'actualité au Sénégal, cette saine émulation de la démocratie, n'est-ce pas, Franck Aoudou? Bonjour. Bonjour, William. Mokaram Badarou, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à tous les téléspectateurs. Après le vote du code électoral et puis son passage à la Cour constitutionnelle, on a semblé constater un peu que le mercure est monté. Est-ce que, à votre avis, ça va maintenant? Ça a baissé un tout petit peu? Je voudrais vous remercier de l'invitation que vous nous faites ce matin d'être ici pour échanger avec vous et par ricochet échanger avec l'ensemble de nos populations par le truchement de Canal 3. Je voudrais vous féliciter, vous remercier de tout ce que vous faites ici pour accompagner la démocratie dans notre pays. La démocratie, c'est essentiellement d'abord une question de formation, une question d'information. Et ce que vous faites ici répond exactement à cela. Et je voudrais vous en féliciter. Féliciter les premiers responsables et l'ensemble de tous ceux qui y travaillent. À l'entame de cette émission, je voudrais avoir une pieuse pensée pour un grand militant du parti Union progressiste Le Renouveau, M. Bertin Aguet, qui nous a quittés il y a quelques jours, précédemment trésorier général du parti de Renouveau démocratique, avec qui on a beaucoup travaillé ensemble. Je voudrais à toutes les familles éplorées leur présenter toutes mes condoléances et particulièrement au président Ngouedi, à l'ensemble des militants de l'Union progressiste le Renouveau. Pour en venir à votre question, je voudrais dire, mais il faut dire, comme vous le savez très bien, à chaque fois en prélude aux élections, on essaie de voir, on essaie de jauger le code électoral qui est là. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut ajouter? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut compléter? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut retirer? C'est exactement ce qui s'est passé le 5 mars 2024. Il faut dire que effectivement, ça ne peut que faire débat. Ça fait suite à une proposition de loi de l'honorable Aké Natondé, qui est le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau à l'Assemblée nationale, mais aussi avec une proposition de l'honorable Noreni Achadé, qui est le président du groupe parlementaire les démocrates, des échanges de tout ce qui a été fait de manière institutionnelle, des différents échanges, de tout ce qui a été fait au niveau des commissions, venir en plénière, et finalement, effectivement, le vote est tombé, le code électoral est voté. Ce qu'il faut s'en féliciter d'ailleurs, de la santé de la démocratie de notre pays, parce que il faut dire juste un peu avant le vote de ce code électoral, on a eu une proposition de loi visant à la révision de la Constitution du 11 décembre dans notre pays. Et là aussi, tous les échanges politiques, tous les débats, tout ce qui devait être fait, les tractations, tout ce qui devait être fait comme dans une démocratie digne de ce nom, ça a été fait. Et finalement, cette révision n'a pas eu lieu démocratiquement. Et quelques jours après, il s'était agi de la question du code électoral. Le code électoral est voté. Et après, la Cour constitutionnelle a dit son mot. Le code électoral est désormais voté. Il ne reste qu'une seule chose.
c'est à chaque formation politique, aux acteurs publics, à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, de chercher maintenant à vulgariser le code, et chacun devait s'y en remettre. Et deuxième chose que je peux ajouter, des contraintes éventuelles qu'il y a dans ce code qui visent essentiellement à l'assainissement, si vous voulez, de la chose politique dans notre pays. Et c'est heureux que celui-ci ait intervenu un peu moins de 2 ans avant les élections. Et donc c'est une invite à chaque formation politique à aller travailler sur le terrain afin de satisfaire aux différentes contraintes qu'il y a dans ce code. Et si contrainte il y a, c'est une contrainte qui va pour tout le monde. Ben, on dirait que l'Union progressiste, le renouveau, prend déjà la mesure de la situation. C'est vrai que ce n'est peut-être pas lié au vote du code électoral, mais vous étiez en tournée nationale, la haute direction du parti. Pourquoi cette tournée? Non, vous le savez très bien, le président Kérékou, éternel à son âme, nous a enseigné que c'est le terrain qui commande. Et l'électorat, il faut l'actualiser chaque jour. Il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. En janvier, vous pouvez avoir un tel taux de participation, un tel taux en votre faveur, mais en février, vous pouvez ne plus l'avoir. Donc, il faut être proche des populations, il faut être proche des militants, il faut être proche de nos concitoyens. C'est ce que l'Union progressiste a compris, c'est ce que nous avions compris, et c'est avec ça que nous travaillons. Vous savez, nous sommes un parti majeur, nous sommes un parti institutionnel, nous sommes un parti de gouvernement. Et dans le pays, nous sommes la plus grande formation politique et nous avons intérêt à continuer par travailler pour mériter être plus grande formation politique. Sinon, les autres aussi nous guettent, ils vont nous rattraper, nous dépasser. Si vous voulez que les gens vous suivent, il faut aller plus vite. Et c'est parce que nous avons choisi d'aller plus vite, d'aller plus loin, plus haut, comme nous le disons au niveau du parti politique, que nous gardons contact avec le terrain, avec les militants, pour aller leur expliquer l'évolution des choses au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, parce que vous le savez très bien, nos adversaires non plus ne manquent pas d'être sur le terrain et passent leur message. Il faut que nous-mêmes, nous allons dire le nôtre, afin que nos populations puissent avoir, si vous voulez, la bonne information selon nous. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes un parti qui a moins d'ancrage dans le septentrion que cette tournée a démarré dans le septentrion, précisément à Parakou, si je ne m'abuse? Est-ce que ce n'était pas une façon de préparer les Béninois à ce qui allait se passer à l'Assemblée nationale quelques jours plus tard, c'est-à-dire l'imposition d'un ancrage national et d'un seuil de suffrage dans toutes les circonscriptions électorales aux élus devront aller au partage des sièges pour les élections? Nous sommes suffisamment présents sur l'ensemble du territoire national. À l'Assemblée nationale, sur les 109 députés, nous avons 53. Sur les 1815 conseillers communaux et municipaux du pays, nous avons 736. Et donc nous sommes au niveau des 12 départements, nous sommes présents. Dans les 77 communes, nous sommes présents. Dans les 546 arrondissements du pays, nous sommes présents. Donc nous ne souffrons aucunement. C'est d'ailleurs ça le charme de la réforme du système partisan, qui vise à la mutualisation des forces politiques, qui vise à ce que nous ayons des grandes formations politiques. Vous êtes dans 17 circonscriptions électorales, vous n'êtes pas forcément dans toutes les circonscriptions électorales législatives. Et aujourd'hui, ce que nous représentons sur le territoire national, ce que nous représentons au niveau politique du pays, il n'y a pas une seule circonscription électorale, il n'y a pas une seule commune, il n'y a pas un seul arrondissement qui ne ressent pas la présence de l'Union progressiste, le renouveau. Donc le fait que nous soyons retrouvés, c'est parce qu'il y a eu un choix. Au-delà de la tournée, il y avait la volonté de faire la réunion de l'ADN au niveau de Parakou. Mais avant, le choix a été porté sur le septentrion dans cette période-là. Mais avant, le président Jogbenou est à différents niveaux, la haute direction est à différents niveaux, le bureau politique tient des rencontres à plusieurs niveaux. Donc, ça n'a pas été particulièrement pour préparer quoi que ce soit, non. Cela rentre dans un calendrier normal, dans un agenda normal, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Et en point de mire, on a vu que les opérations de charme sont beaucoup plus allées vers les têtes couronnées du septentrion. On a même vu les responsables de l'Union progressiste, le renouveau, vêtus des accoutrements du Nord. C'était beau à voir. Et pourquoi vous avez ciblé ces têtes couronnées?
Non, non, vous savez très bien, les valeurs morales, les valeurs sociales sont des valeurs avec lesquelles nous travaillons au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. L'Union progressiste Le Renouveau, qui est un parti de centre-gauche, nous sommes dans la social-démocratie et donc nous croyons à un certain nombre de valeurs. Vous savez, beaucoup de difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre pays font suite à l'érosion des valeurs morales, à l'érosion des valeurs sociales, des valeurs citoyennes. Et nous travaillons au rétablissement de ces valeurs. Nous travaillons à la reconnaissance de ces valeurs. Nous travaillons à ce que et nous-mêmes et nos enfants puissent comprendre la nécessité d'avoir des ancrages au niveau des valeurs morales. Et donc, quand vous faites des instances dans une commune, dans un département, il est bon d'aller saluer les têtes couronnées qui sont là. Il est bon d'aller faire ce que nous appelons chez les musulmans le salam alaykoum. Il est bon d'aller saluer, il est bon d'aller partager un certain nombre de choses avant de continuer par aller travailler sur le terrain. Et donc c'est ce qui a été fait, c'est pas une première, nous en avons l'habitude au niveau de l'Union progressiste le Renouveau. Et cela fait suite à ce que nous sommes au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Cela fait suite à ce que nous voulons être au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Cela fait suite à ce que nous proposons à notre peuple, à notre pays, au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, à savoir avoir d'ancrage au niveau de ce que nous avions été, de ce que nous sommes au niveau du pays. Et aller chez les têtes couronnées, c'est les gardiens du temple. C'est les gardiens du temple. Et comme on le dit chez nous, les Yoruba, Adjodjitoba, faut pour l'autre, les djedje. C'est-à-dire quand vous rentrez sur un territoire, et il faut forcément faire attention et aller toquer la porte à ceux qui y sont. Et ceux qui y sont, principalement, c'est d'abord les gardiens du temple. C'est ce que nous avons compris au niveau de l'Union progressiste. C'est ça qui explique, à chaque fois quand nous bougeons, à chaque fois que nous faisons les déplacements, nous ne manquons pas d'aller non seulement saluer, mais d'aller recevoir aussi, si vous voulez, une certaine bénédiction. C'est les gens qui sont bardés d'un certain nombre de respect, d'un certain nombre de qualités morales, et c'est toujours bien, c'est toujours heureux d'aller vers eux pour aller en savoir un peu plus et pour aller encore en prendre. Moukaram Badarou, vous avez parlé d'ancrage, on va y revenir de long en large dans cette émission, mais vous avez dit une phrase qui, moi, m'a interpellé. Je ne le savais jamais, l'Union progressiste, Le Renouveau et du centre-gauche. Que faites-vous avec Patrice Talon? Vous êtes son principal parti, un très libéral, un capitaliste à la tête du Bénin depuis 2016. C'est un paradoxe que je ne comprends pas. Non, nous avons dit tout à fait, tout en étant de centre-gauche, nous disons que nous sommes de la social-démocratie. La social-démocratie, vous le savez très bien à quoi cela répond. La social-démocratie ne rejette pas le libéralisme économique. La social-démocratie n'est pas un parti communiste. Ce n'est pas du communisme, la social-démocratie. Et dans ce que nous faisons au niveau de l'Union progressiste, dans l'ancrage en tant que parti du centre-gauche, en tant que social-démocratie, la social-démocratie qui en est arrivée à faire en sorte que dans la volonté de l'économie du marché, dans la volonté du libéralisme, de l'ultralibéralisme. De l'ultralibéralisme, tout ce que vous pouvez mettre dedans. Mais au même moment, dans le socialisme, voire le communisme, il faut trouver un juste milieu. À savoir que l'économie doit être au niveau du secteur privé. L'économie, même la Chine a été obligée de libéraliser son économie, malgré son socialisme. Donc, vous êtes obligé, tout en remettant l'essentiel dans les mains du secteur privé, mais les filets sociaux qu'il faut, les souches, les couches vulnérables, qu'est-ce que vous faites d'eux? La social-démocratie nous appelle à ce qu'il faut faire quelque chose pour tenir compte de ces couches vulnérables. Est-ce que quelque chose est fait aujourd'hui de l'Union progressiste? Lorsque vous faites un peu disons le sondage, trop de plaintes au niveau de la basse classe, les couches vulnérables de plus en plus se plaignent, le panier de la ménagère, les populations, le manque d'emploi et tout dans le pays. Est-ce que véritablement cette couche-là est prise en compte dans la politique globale aujourd'hui de l'État? Donc au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, comme je vous le disais, c'est à ça que nous travaillons. Et c'est avec ça que nous travaillons aussi aux côtés du président Patrice Talon. Pourquoi cela ne se ressent pas trop à la base? Et comme vous le dites, vous pouvez le constater. Récemment, ce qui s'est fait au niveau des AME, c'est une sorte de la recherche d'une contribution aux filets sociaux pour chercher à trouver une solution à un certain nombre de choses. Quand nous parlons de cantines scolaires qui aident les enfants qui n'ont rien du tout, qui n'avaient pas l'habitude d'avoir de repas chauds, c'est une sorte de contribution
à ce niveau-là. Et vous pouvez en trouver encore beaucoup plus. Donc il faut mettre. Hein. Aujourd'hui, dans le pays, vous savez, l'économie dans un pays, pour être porteur, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui permettent la construction de la richesse, qui permettent la production de la richesse. Parce que vous ne pouvez pas distribuer ce que vous n'avez pas. Il faut produire, et aujourd'hui, et c'est le lieu de rendre un hommage au ministre Dossoui pour le travail colossal qui se fait au niveau de l'agriculture dans notre pays. Donc aujourd'hui, à plusieurs niveaux, au niveau de l'agriculture dans notre pays, au niveau de la production, les choses se passent très bien. Et quand ça se passe bien à ce niveau, et que vous arrivez à produire, de ce que vous avez produit, il faut trouver des canaux qui permettent une redistribution au plan national. Et ça ne peut ne pas aller au rythme que, vous savez, c'est comme celui qui est en prison, il ne sait pas que celui qui est dehors, il court pour que lui sorte de là. C'est comme celui qui vient de décéder, il ne sait pas que les gens courent pour son enterrement. Et donc, celui qui est dans la souffrance, celui qui est en difficulté, il peut ne pas toujours croire ce que vous faites pour que lui sorte de la difficulté. Et donc, aujourd'hui, pour ce que se fait depuis 2016 dans notre pays, puisque c'est sur ce terrain que vous m'amenez, où aujourd'hui, au plan macroéconomique, tout est au vert, les sillons qui sont au vert au niveau macroéconomique et qui permettent aujourd'hui à ce qu'au niveau des infrastructures sanitaires, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de l'agriculture comme on en parlait, que ce soit des infrastructures routières, que ce soit au niveau de l'école, qu'ils vous souviennent qu'il y a quelques années en arrière ici, on sauvait l'année chaque année, où dans l'école publique, sur les 9 mois, on faisait 3 à 4 mois de grève et qui empêchait nos enfants d'être à l'école. Et donc même celui qui n'a pas des moyens du tout, le simple fonctionnaire, était souvent obligé d'aller chercher des écoles privées, même s'il a des difficultés pour payer, mais il préfère aller mettre son enfant là-bas, parce qu'il est sûr que l'enfant ne subira pas le jour que je viens, tout ça est bien beau. Juste une question de relance. Hein. Tout ça est bien beau, signaux verts au niveau macroéconomique, création de l'emploi. Mais pourquoi il y a autant de plaintes à la base? Vous ne me direz pas que chaque jour qui passe, vous n'avez pas des SMS de vos militants, des parents, écoutez, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait... Pourquoi on ne ressent pas cela à la base? C'est ça le véritable problème. Et donc je disais que celui qui... vous allez revenir sur ma question. Je vais revenir sur votre question, mais je voudrais terminer parce que c'est tellement important, parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, vous savez, Mandela a dit, si vous voulez tuer un pays, il faut tuer l'éducation, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Et nous étions, on était au fond, puisque des années durant, on sauvait l'année chaque année. Et aujourd'hui, que quelque chose soit fait, et qu'au niveau, que ce soit des enseignants, au niveau des structures, tout ce qui doit accompagner l'école est fait, c'est aussi du social. Parce que le social, il y a 2 ou 3 manières de faire du social. Je m'en tiendrai à 2. Vous avez la possibilité d'être là à distribuer souvent. Ça n'a jamais construit un peuple. Ça n'a jamais fait avancer un pays. On a eu des exemples. Mais par contre, vous avez la possibilité de créer la richesse, de mettre en place des infrastructures qui permettent à ce que, de manière durable, les gens sortent de la pauvreté. Il faut faire un choix. Le choix qui est fait, c'est celui que nous observons depuis 2016, parce que quand celui qui arrive, par exemple, à faire que nos enfants sont désormais à l'école, c'est du social qui est fait. Je prends au niveau de la santé, où à un moment donné, vous êtes obligé, au CNH, c'était compliqué. Dans les hôpitaux publics, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous savez de quoi je parle. Et à partir des décisions qui sont prises aujourd'hui au niveau du gouvernement, où vous avez des docteurs qui sont présents au niveau des centres de santé publics, où ma pauvre tante qui veut quitter Kétou, mais qui veut quitter Cana, n'est plus obligée de chercher forcément un cabinet privé pour aller... Mais ils y sont sans moyens, sans plateau technique. Ils se plaignent tous les jours quand on les entend. Ce n'est jamais suffisant comme ce qu'ils souhaitent. Mais il y a une large amélioration. Et oui, je vous dis large amélioration. Et cette large amélioration ira de plus en plus au regard de tout ce que vous constatez qui est en train d'être fait, notamment par exemple à l'hôpital de référence qui est en train d'être construit au niveau de Calavi. Et vous le savez très bien, le gouvernement qui est là, chaque fois que lui veut faire, il fait de manière presque, je dirais pas totale, mais ça se sent. Donc pour revenir à ce qu'on entend tous les jours, on ne peut pas dire qu'on n'entend pas. Et c'est parce qu'on entend
que nous renforcions le travail que nous avons à faire, parce que ce n'est pas des choses qui se font dans le bavardage. Il faut apporter des solutions aux cris d'alarme, de détresse qu'on entend. Et c'est parce que ça s'entend que le travail se fait. Au niveau des partis politiques, nous avons l'obligation de porter à des niveaux donnés ce que nous entendons. Et nous sommes heureux de ce que, de manière progressive, des réponses sont apportées à ce que nous déposons comme doléances auprès de ceux qui ont la charge d'apporter des solutions. Allez, nous allons toujours parler de l'Union progressiste, le renouveau. Quand vous êtes allé, par exemple, dans le septentrion, qu'est-ce que la population vous ont confié par rapport à la réforme durcie désormais du système partisan, les élus à la base? Qu'est-ce qu'ils vous ont confié à ce sujet? À ce sujet, que ce soit nos compatriotes du septentrion que du reste du pays, que ce soit de la presse que de la classe politique, à divers niveaux, vous le savez très bien, chacun d'entre nous, on s'est toujours plaint de la transhumance politique. On s'est toujours plaint de l'instabilité politique des acteurs politiques. Et ceci, c'est avec des conséquences extrêmement graves sur le fonctionnement parfois des institutions. Qu'il vous souvienne que le président Boniaï avait parlé de démocratie Nescafé. Et il mettait dedans un certain nombre d'amertumes, un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de positions et de comportements politiques qui n'étaient pas de nature à faire avancer les choses. Le président Kérékou, lui, avait parlé de mercenariat au niveau de nos cadres. Mais après qu'on ait fait des constats, il faut bien trouver maintenant de solutions. Et c'est en tentant de trouver des solutions que ce qu'il a est fait pour amener à ce que, quand au niveau d'un parti politique, il y a d'abord une course à l'intérieur, mais quand on a fait de choisir un, et que tout le parti se soit battu pour qu'il soit élu, il n'est pas question que 1 mois, 2 mois, 3 mois après, que lui prenne complètement ses libertés et qu'il se distance complètement du parti. Il faut sécuriser ça. Et je dois dire, puisque nous sommes allés partager ça avec nos compatriotes, leur expliquer un peu le bien fondé de la démarche. Et pour ceux qui parfois pensent que c'est antidémocratique, je dis non. Pour ceux qui parlent de ce que ça entame le caractère intégral des formations politiques dont on a parlé dans la Constitution, je dis non. Parce que la démocratie, c'est toujours un état d'esprit, c'est toujours un état d'âme. La démocratie s'acclimate avec le temps, s'installe complètement avec le temps. La démocratie prend plusieurs formes. C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et comme l'a dit au niveau de la Constitution en son article 5, où c'est les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage, mais conformément à la charte des partis politiques. Donc, ce qui a été fait, nous sommes allés expliquer à nos populations que cela vise essentiellement à renforcer la mutualisation des forces politiques, à sécuriser leur vote. C'est-à-dire que quand il finit d'élire un député, quand il finit d'élire un conseiller communal ou municipal ou un maire après, qu'il soit leur maire jusqu'au bout, qu'il soit leur député jusqu'au bout. Si l'intéressé veut changer d'avis, eh bien, il attend de finir le mandat qu'on lui a confié et il passe à autre chose. Moukaram Badarou, est-ce que, s'ils n'ont pas fait langue de bois, est-ce qu'ils ne vous ont pas dit qu'ils se sentent embrigadés avec ces nouvelles dispositions? Et surtout, si ils se mettent un peu dans la posture du dernier des Béninois, est-ce qu'ils ne vous ont pas dit que là, vous leur imposez de choisir soit les démocrates ou les deux partis très siamois et très frères de la mouvance présidentielle, et que c'est une contrainte à leur libre choix en tant que Béninois de décider de qui les gouverne? Non, là, c'est vous qui me donnez cette information-là, parce que c'est exactement le contraire que nous avons eu ici et là, à différents niveaux. Et je sais que vous savez, c'est une plainte qui était récurrente du comportement des acteurs politiques. Où à l'occasion, c'est-à-dire que le monsieur, il est élu, vous l'avez élu, et quelques jours après, c'est le chantage que vous subissez au niveau du parti politique. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous, on a commencé par travailler, on n'a pas attendu 2016. Qu'il vous souvienne, 12 mars 2008, ici à côté au Palais des Cours, nous ici, où le MADEP, le PRD, la Renaissance du Bénin, et le PSD, et les forces clés, ce qu'on a appelé les GF à l'époque, qu'ils vous souviennent. Donc ça fait un moment qu'on travaille à la mutualisation des forces politiques,
à la sécurisation de ce que nous faisons au niveau des partis politiques. Il n'y a pas un seul citoyen qui soit d'accord que quand on a fini de lire un député, quelques mois après, il prend le large par rapport au parti politique. On est d'accord sur le diagnostic, mais la thérapie est... Donc la thérapie, vous savez, je suis là, en ce qui concerne la thérapie, nous sommes 3 ici. Si chacun devait mener sa réflexion, on risque d'avoir peut-être 3 positions qu'il faut concilier. En arriver à une. Et c'est l'œuvre de Dieu qui est parfaite. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais l'effort est là. L'essai est là. C'est-à-dire que l'objectif est là. Après le diagnostic, après le constat amer de ce comportement délinquant au plan politique, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut pouvoir trouver une solution. Et à ce jour, la solution qui est trouvée est celle-là. Dans 5 ans, elle pourrait peut-être encore être améliorée. La preuve, en 2019, on a trouvé une partie de solution. Mais là, en 2024, on a renforcé encore un peu plus. Et l'objectif principal est là, c'est celui de sécuriser le vote des militants et des électeurs. C'est celui de stabiliser les institutions aujourd'hui aussi. Il faut que l'électeur, il faut le travail des militants. Quand ils ont fini de mettre leur background, de mettre leur énergie, leur sueur, vous dans votre élection. Et il n'est pas question que 6 mois après, qu'ils apprennent que vous n'êtes plus avec eux, que vous avez pris complètement notre liberté. Alors qu'en lieu place où vous êtes arrivé, où on vous a mis, vous a positionné pour vous faire élire, on aurait pu mettre Jacques ou Jean. Parce que c'est d'abord, vous le savez très bien que c'est d'abord des courses à l'interne, avant le choix de ceux qui doivent aller sur les listes électorales. Mais après que vous avez bénéficié de cette chance-là d'être sur la liste, et après que tout un travail a été fait pour faire votre élection, vous ne pouvez pas trouver d'autres volontés. C'est-à-dire que vous devez être fidèle à la ligne de votre parti politique. Et ça, c'est pédagogique. Et vous le savez, la peur du gendarme est le début de la sagesse, dit-on, parce que pour tous ceux qui disent tout ce qu'ils pensent, il faut qu'ils sachent que si en France, on est passé de la première république à la cinquième république aujourd'hui depuis 1958, il faut savoir que c'est quelque chose qu'ils faisaient quand ils étaient dans la première république. Et c'est après ils sont passés encore un peu plus, ils sont allés à la deuxième, ainsi de suite. Donc la démocratie, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Mais l'objectif principal doit être celui d'aller un peu plus toujours. Chaque jour, on doit travailler un peu pour aller un peu plus vers la perfection, un peu plus vers l'objectif de mise ensemble, de confraternité, un peu plus vers l'objectif de sécuriser les partis politiques, de sécuriser ce qui se fait, afin d'être en mesure de mettre fin à l'émiettement, à l'instabilité. Et ça ne vise que cet objectif-là, et c'est ce travail-là qui est fait. Et donc partout où nous passons, le message qu'on entend, c'est que tout au moins, c'est que l'effort a été fait pour tenter de trouver une solution à ce problème récurrent que tout le monde dénonce. Il n'y a pas un seul qui dénonce pas ça. Allez, dites-nous les conclusions de la rencontre de Parakou et même des consultations que vous avez eu à faire. Qu'est-ce que vous en feriez? Après la tournée, la rencontre au niveau de la direction exécutive nationale, il y a un appel qui a été fait. Il y a les conclusions qui ont sanctionné cette grande rencontre de Parakou. C'est le lieu d'ailleurs de remercier nos frères et sœurs du Septentrion pour l'accueil combien chaleureux dont la haute direction a été l'objet tout au long de ce périple-là. Et la rencontre de l'ADN qui s'est bien passée pendant les 3 jours et les conclusions, il y a un appel qui a sanctionné les travaux. L'appel, c'est que nous avons pris acte du code électoral qui est voté, fait un travail adéquat pour sa meilleure vulgarisation. Deuxième chose, travailler ensemble à ce que, avec les autres formations politiques de la mouvance présidentielle pour plus de convergence entre nous. Et il faut dire que le code électoral qui a été voté n'est qu'une invite à chaque formation politique à aller travailler beaucoup plus sur le terrain pour élargir son assiette
électorale. Et l'appel de Parakou, qui a sanctionné les travaux de cette direction exécutive nationale à Parakou, vise essentiellement à ce que, notamment au niveau de l'Union progressiste électorale, qu'on s'approprie du contenu de ce code électoral, dans lequel nous savons très bien qu'il y a un certain nombre de contraintes, mais impossible n'est pas Union progressiste de renouveau. Vous savez très bien au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, c'est un certain nombre d'anciennes formations politiques qui sont de personnalités politiques, qui sont ceux qui ont l'habitude de terrain. Nous avons un projet que nous, je ne dirais pas nous vendons, mais en tout cas que nous mettons à la disposition de nos populations. Et on est heureux de leur adhésion, mais nous travaillons à conforter, nous travaillons à conforter cette adhésion-là, afin que la place qui est la nôtre aujourd'hui, nous puissions même l'améliorer dans le temps. On va élargir, mesdames, messieurs, et vous aussi, chers invités, Moukaram Badarou, ce débat de ce matin à une théorie beaucoup plus pratique de la vie politique. Quand vous avez parlé d'ancrage, j'étais interloqué. L'ancrage aujourd'hui, c'est la représentativité numérique dans le Bénin, ou c'est la conscience du dernier des membres de l'Union progressiste ou de tout autre parti aujourd'hui dans cette réforme du système partisan, de l'objectif, de la vision, du projet de société, de l'idéologie de son parti. Est-ce que cet idéal, nous ne sommes pas très loin de ça? Loin, je dirais non, mais il y a un travail à faire pour que cela soit. C'est au niveau du parti, le numérique aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du boulevard de l'information. On ne peut rien faire aujourd'hui en s'écartant du numérique. Et au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, nous nous en approprions. Nous faisons beaucoup de travail à partir du numérique, même ne serait-ce que l'inscription. Nous le faisons à partir du numérique. Bref, nous nous accommodons un peu avec notre temps, avec notre époque. Et nous travaillons beaucoup au niveau du parti à expliquer ce que nous sommes à nos compatriotes, parce que c'est toujours bien qu'ils sachent à quoi ils adhèrent, qu'ils sachent dans quoi ils sont. Parce que sans idéologie, on tourne en rond. Sans idéologie, on n'a pas de boussole, on n'a pas de référentiel. On n'a pas dans quoi puiser pour doper le militant, pour les amener à être dans ce que nous faisons. Et donc, au niveau de l'Union progressiste, effectivement, nous travaillons à mieux faire savoir ce que nous sommes, ce que être progressiste signifie. Et en tant que parti politique qui s'appelle Union progressiste, le renouveau, avec tout ce que nous avons comme base qui est la nôtre, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir mieux aller faire savoir ça aux autres, et au-delà de nos militants déjà connus, qu'est-ce que nous faisons pour encore mieux aller expliquer ça à nos autres compatriotes, afin que chaque jour que Dieu fait, nous ayons de militants de plus au niveau du parti. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'électorat, il faut l'actualiser tous les jours. Il n'y a pas de l'électorat cimenté, bloqué, non. Il faut chaque jour que Dieu fait. C'est comme dans un mariage, vous devez vous draguer tous les jours. C'est exactement la même chose dans le comportement politique avec les militants. Il faut absolument à chaque fois tenir compte de leur saine émulation, de tenir compte de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent, et afin d'aider à la construction de leur épanouissement en tant que citoyen, afin d'aider à la construction du pays, parce que chaque citoyen veut que son pays soit bien construit, soit mieux construit. Chacun veut se sentir à l'aise en son temps, au niveau de son époque. Il veut s'assurer de ce que l'héritage à nous laisser par nos aînés est bien entretenu, et même travailler à l'améliorer pour le laisser en mieux à la génération future. Cela passe également par la formation des militants, n'est-ce pas? Allez, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, qu'est-ce que vous en faites? La formation des militants, disons la communication, les informations qu'ils doivent détenir pour être de bons militants sur le terrain. Comment tout cela est organisé au niveau de l'Union progressiste, le renouveau? D'abord, l'Union progressiste, le renouveau est un parti qui est bien structuré, bien organisé. Vous avez la haute direction, vous avez la direction exécutive, vous avez le bureau politique, vous avez des structures au niveau de chaque commune, de chaque arrondissement, de chaque quartier, de chaque village. Et donc, au plan vertical qu'horizontal, nous sommes très bien structurés.
Et nous travaillons à renforcer d'ailleurs cette structuration, et ce qui fait que dans le point qui a été fait à Parakou, on en est arrivé à observer que sur les 6000 structures de base installées, nous avons déjà plus de 5000 déjà faits. Maintenant, dans nos différentes communes, dans nos différents arrondissements, dans les échanges, dans les différents déplacements, les premiers responsables sont tenus au regard de la documentation nécessaire qu'ils ont, au regard de ce qui se fait au niveau de l'instance supérieure du parti, de partager ça avec des militants, ce qui concourt à la formation, à la base de nos militants. Nous avons vocation aussi, c'est déjà là, mais il faut dire, ça reste à renforcer, à savoir la mise en place d'une école de parti pour aider à la formation des militants. Cette école est mise sous la houlette du secrétaire général, l'honorable Benonchi, qui travaille à la formation des formateurs. Et ceci se fait par cohorte. Et ces formateurs qui, eux, revêtent ça après au niveau des autres structures du parti. Donc, la question de la formation des militants, la question de l'information des militants est une importante denrée que nous avons compris au niveau du parti. Parce que le militant qui n'est pas formé, le militant qui n'a pas l'information, il ne peut pas servir à grand-chose. Or, s'il est formé, s'il est informé, lui-même peut former d'autres, lui-même peut passer l'information à un autre, lui-même peut, déjà de son niveau, peut aider encore à ce que nous gagnons un autre militant. S'il n'est pas formé, s'il ne sait pas trop à quoi, on risque d'avoir de mercenaires comme militants. Et pour ne pas avoir de mercenaires militants, si on veut avoir réellement de militants, c'est qu'il faut les former. Et c'est ce que nous faisons au niveau du parti. À chaque déplacement des premiers responsables du parti, ils concourent un peu. Il y a toujours, si vous voulez, une sorte de bretelle, une sorte de fenêtre qui est faite pour aider à cette formation-là des militants. Au lieu d'en faire des fenêtres, est-ce que vous ne pensez pas que l'école du parti est aujourd'hui le chantier le plus important que vous avez à construire quand vous parlez d'ancrage, vous faites des réformes pour asseoir le système partisan, parce que rien de ce qui est fait aujourd'hui ne change les membres des partis politiques de façon substantielle. Ils ne deviennent pas de véritables patriotes. L'idéologie que défend leur parti politique, ils n'en sont pas imbus. Et quand ce ne sont que des discours de trimestre ou de semestre, quand des chefs de partis politiques prennent part des meetings, est-ce que vous ne pensez pas que cette réforme du système partisan, du point de vue bagage et connaissance du militant, des enjeux de son pays et des défis de la République qui le porte, il y a du chemin à faire? Quand je parlais de fenêtres, je disais qu'à chaque déplacement des plus hauts responsables du parti, il y a toujours un pan, si vous voulez, qui permet de contribuer à la formation des militants. Mais sinon, la formation, elle est constante au niveau du parti. C'est pour ça que je vous ai dit, que ce soit au niveau communal, au niveau des arrondissements, au niveau des villages, dans les différentes rencontres qu'il y a, c'est une constance, la formation des militants. Quant à l'école, elle est là, c'est un chantier, comme vous l'avez dit, un chantier sur lequel nous travaillons. Mais nous savons toujours bien faire au niveau de l'Union progressiste le renouveau. C'est pour ça que je vous disais, en tant que chantier, l'essentiel de ce qui doit être fait pour que ce chantier-là soit terminé, pour être complètement ce que nous voulons que ça soit. Et c'est ça qui va être fait. Et nous travaillons en conséquence par rapport à ça. Parce que nous avons compris au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, que le militant qui n'est pas formé, le militant qui n'a pas l'information, qui ne sait pas ce qui se passe exactement au niveau de son parti, qui n'a aucune idée de son idéologie, qui n'a aucune idée de la vision du parti, il ne peut pas être un militant efficace, il ne peut pas être un militant digne de ce nom. Ça, nous l'avons très très bien compris au niveau du parti. C'est pour ça que nous mettons un accent particulier sur la question de la formation. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est une constance au niveau des différents pans de la structuration du parti, pour amener le militant à avoir une idée très claire de ce qu'il fait au niveau du parti, de ce que nous sommes au niveau de l'Union progressiste de renouveau. Alors, si nous prenons, je prends un exemple, le code électoral qui vient d'être voté, qui doit désormais, disons, régir l'activité politique dans notre pays. Combien de formations avez déjà vous, ou de séances d'information avez-vous déjà
initié à cet effet pour mieux imprégner les militants, pour leur permettre d'appréhender véritablement l'esprit de ce code-là? Non, vous savez, je vous ai dit tantôt que ce code, avec son contenu qui invite chaque formation politique, de l'opposition comme de la mouvance présidentielle, à aller travailler, à renforcer sa base politique. Et à ce niveau, je ne peux même pas vous dire le nombre de séances, parce que chaque député s'occupe de ce travail-là au niveau de sa section électorale. Les différents maires s'en occupent. Les responsables de nos différentes structures au niveau de chaque commune ou arrondissement s'en occupent, puisque la plupart des militants qui ont appris, soit par les différents canaux... C'est tel qu'ils le font dans les meetings, là. Pas que meeting, c'est beaucoup plus des choses de proximité. Parce que dans un meeting, ce n'est pas évident, pas grand-chose. Mais dans des rencontres de proximité, au niveau de nos quartiers, au niveau de nos communes, de nos arrondissements, les différents responsables passent le message de ce que désormais, il va falloir encore redoubler plus d'efforts par rapport à ce que nous avons en face. C'est valable pour l'Union progressiste, le renouveau. Nous ne doutons pas que les autres formations politiques aussi, qu'il en soit de même. Donc, à notre niveau, c'est bien compris et nous travaillons non seulement la vulgarisation de ce code, mais à montrer ce que ça appelle comme effort à faire pour pouvoir respecter les normes. Vous savez, la grammaire de la démocratie, c'est la nécessité de se conformer à tout ce qui est loi, à tout ce qui est voté et qui est passé par les peignes fins des structures démocratiques du pays. Aujourd'hui, c'est que nous avons un code qui a été voté par l'Assemblée nationale, qui est passé par les mailles de la Cour constitutionnelle et promulgué. Qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de travailler à nous conformer rigoureusement à ce code. Mais se conformer rigoureusement à ce code appelle de nous un peu plus de travail sur le terrain. Il y a différents niveaux et nous ne ménageons aucun effort dans ce sens-là, afin que non seulement ceux que nous avons déjà qui sont là, qui nous font confiance, puissent le demeurer, mais puissent convaincre aussi d'autres, puissent convaincre encore d'autres. Et c'est en cela que nous travaillons toujours, étant un parti de la mouvance présidentielle. Nous travaillons souvent en direction de différents ministres, en direction du gouvernement, en direction du chef de l'État, pour aider à ce que les populations puissent se retrouver en mieux, de sorte qu'ils apprécient mieux ce que nous faisons pour qu'ils continuent à nous faire confiance. Que dire du militantisme des jeunes et des femmes à l'Union progressiste Le Renouveau ou en politique en général aujourd'hui au Bénin? Bon, il faut avouer que de tout ce que je venais de dire, les concerne, toujours, que ce soit ces jeunes et ces femmes, mais il faut le renforcer. C'est pour ça que nous parlons, nous insistons sur l'idéologie, nous insistons sur un certain nombre de trucs symboliques au niveau du parti, parce qu'à un moment donné, on s'est laissé aller à un certain nombre de choses qui nous ont éloignés un peu plus du militantisme vrai. Et aujourd'hui, nous travaillons... Vous parlez de quoi? Je parle de ce que... qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à la réforme du système partisan? Qu'il vous souvienne que dans un passé récent, on était à près de 300 partis politiques. On avait des partis presque en pièces détachées. C'était une sorte de ghettoisation politique. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'il faut pour aller un peu plus de l'avant. À la faveur de la réforme du système partisan, nous en sommes aujourd'hui régulièrement inscrits au niveau du ministère de l'Intérieur à 18 partis politiques, mais qu'il faut ramener à 13, puisqu'il y a au moins 5 qui après se sont fondus dans d'autres formations politiques, et donc rythmer de manière beaucoup plus rigoureuse la mutualisation des forces politiques dans le pays. Vous insinuez aussi l'argent en politique. Oui, vous suivez mon regard, vous comprenez, et ça aussi, et ça aussi, il faut absolument trouver une solution, parce que peut-être qu'on va en parler. Vous voyez ce qui vient de se passer au Sénégal, c'est pas une mauvaise chose. Donc, il faut absolument ramener la chose politique dans le giron du politique. Il faut ramener la chose politique au militantisme. Et le militantisme, c'est le don de soi à son parti politique.
Le militantisme, c'est de croire un peu à ce parti politique, c'est de croire un peu à ses responsables politiques. Le militantisme, c'est de travailler dans un creuset corps et âme, avec espoir que ça peut porter des fruits. C'est quels fruits? C'est-à-dire la construction de son pays, l'amélioration de ses conditions de vie, puisque c'est avec des partis politiques qu'on fait le délégué du quartier. C'est avec des partis politiques qu'on fait le chef d'arrondissement. C'est avec des partis politiques qu'on fait le maire. C'est avec des partis politiques qu'on fait le député. Donc c'est un carrefour éminemment important, le carrefour politique. Et pour y être, il vaut mieux être à guerre, il ne faut pas être nous-mêmes. Je ne parle pas du doyen Philippe. Il ne faut pas souvent tomber dedans comme sur l'assaut. Il faut être de vrais militants. Il faut être des gens qui croient un peu à la chose. Et la réforme du système partisan nous pousse un peu vers, si vous voulez, contraindre même à la limite un peu vers. De sorte que, à partir du travail que chaque parti aujourd'hui, je vois que ce soit au niveau des démocrates, qu'au niveau de Moël Bénin, Bloc républicain, où chaque formation politique travaille à mieux construire son militant, à mieux faire valoir son militant, à faire en sorte que le militant soit quelqu'un qui soit vraiment au service du parti, qui croit au parti, qui croit aux valeurs du parti. Alors, est-ce que un homme de mercenaire qui du jour au lendemain, vous allez quitter les liens ailleurs. Alors, les leaders politiques, est-ce que vous n'encouragez pas, disons, cette faiblesse du militantisme lorsque vous allez dans une localité, vous êtes beaucoup plus enclin à vous approcher de celui qui a la manne financière, qui fait des activités pour porter le nom du parti, que de celui-là qui est là depuis, qui vend les idées du parti, qui s'échine à informer les jeunes de ce que, par exemple, UP Le Renouveau est un bon parti. Vous préférez ceux-là qui dépensent pour être plus Non, je pense que tout ça, c'est des choses d'un passé récent. Je ne dirais pas que c'est complètement déjà... Ça a disparu complètement, non. Mais tout ce qui se fait aujourd'hui lutte contre ça. Tout ce qui se fait aujourd'hui vise essentiellement à lutter contre ça. Si aujourd'hui on en est arrivé au niveau du système politique de notre pays où l'État finance à partir de la loi qui est votée ou le financement des partis politiques. Aujourd'hui, si vous arrivez au siège de l'Union progressiste, le Renouveau, on n'a rien à envier au siège de l'EPC au Nigeria ou du PDP au Nigeria. On a un siège, on a un fonctionnement adapté à la vision, adapté à nos ambitions. Et nous bénéficions à la hauteur de ce que nous représentons à l'Assemblée nationale et au niveau des instances municipales et communales. Nous bénéficions d'un financement de l'État, comme le Bloc républicain, ou bien comme... Parce que la cotisation financière est une grosse machine d'apprentissage du militantisme. Avant d'en arriver là, pour dire que aujourd'hui, le fait que l'État concourt au financement des partis politiques, et à ça, et je voudrais vous dire merci par rapport à ce que vous venez de dire là, plus la cotisation des militants, parce que le seul financement de l'État ne suffira pas. Mais la part que ça vient résoudre comme problème n'est pas moindre. C'est éminemment important. Plus maintenant la cotisation. Quand vous aimez quelque chose, vous êtes prêt à mettre votre énergie, même si vous mettez 5 francs, c'est votre volonté. Parce que si vous mettez les 5 francs, vous êtes exigeant avec les 5 francs après. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du parti politique. Donc aujourd'hui, les réalités politiques qui s'offrent à nous, petit à petit, va nous amener à éviter ce que M. Aounou disait, à savoir qu'on soit à la recherche d'un mécène, d'un bailleur, et qui en arrive parfois à prendre des responsabilités et qui n'en peuvent rien. Et ceci au détriment de celui qui peut et qui est bardé des idées, qui a un background qu'il faut, qui croit même au parti politique. Et aujourd'hui, moi, je peux vous rassurer qu'au niveau de l'Union progressiste, le Renouveau, nous sommes beaucoup éloignés de ces genres idées suffisent pour être titulaire parce qu'aujourd'hui, nous avons de quoi travailler. Nous avons la chance d'avoir de quoi travailler. Nous représentons quelque chose d'important
Et donc, nous avons de quoi travailler. Donc, nous pouvons nous passer un peu de ce que vous êtes en train de dire là. Et, seulement. Avec les réalités qui s'imposent aussi aujourd'hui depuis 2016 et dans le pays et qui conduit forcément effectivement à l'éloignement à petits coups, parce que moi je n'aime pas avoir la langue de bois, je voudrais vous rassurer par rapport à ça. En tout cas, ça nous éloigne de ces genres de choses, nous ont amené à un niveau donné aujourd'hui où effectivement nous faisons rationnellement nos choix, les positionnements se font comme cela se devrait, et nos élus nous le rendent très bien. Vous les voyez à l'Assemblée nationale et vous les voyez au niveau des instances municipales et communales. Parfois même, ce sont les élus, je m'en voudrais de ne pas le dire, de la 25e heure qui viennent ravir la vedette à ceux qui ont travaillé pendant des années et des mois pour l'ancrage du parti dans des localités. Je peux vous assurer que ça n'a pas cours en ce moment au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. On aura le temps de le vérifier lors des prochaines échéances peut-être. Alors, nous avons encore 10 minutes à passer ensemble pour nos discussions. On va faire un tour pour déposer nos valises rapidement au Sénégal de Diomaye Faye désormais. C'est bien lui le président. À quel point il peut réussir son mandat? Une toute première question pour vous. D'abord, il faut féliciter ces messieurs qui ont fait un travail comme cela doit être fait au niveau d'un parti politique. Vous savez, le PASTEF qui n'est né qu'en janvier 2014, avec son leader, Ousmane Sonko, une nouvelle génération politique au Sénégal, et qui a dit son mot, qui a réussi à s'imposer par des idées. Et vous avez vu la publication de celui qui vient d'être élu, Diomaye Faye Diarra. C'est pas grand-chose. C'est comme ça que là se passe dans une vraie démocratie. Parce que celui qui est élu ne vient pas gouverner le pays avec vos sous, avec ses sous. Il gouverne avec les sous des contribuables. À quel pays il peut réussir? Les Sénégalais ont adhéré au projet politique qu'ils leur ont proposé, au prix auquel il va réussir, c'est de se coller au projet qu'il a présenté aux Sénégalais, de travailler à la réalisation, si vous voulez, point par point, de ce qu'il leur a promis. Et il faudra souhaiter que le peuple sénégalais ait la patience requise, parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain non plus. Il lui faudra un peu du temps pour pouvoir mettre en musique l'essentiel de ce qu'il leur a proposé. Moi, je leur souhaite bon vent, parce que ce qu'ils ont fait, c'est admirable. Ils l'ont fait, vous êtes admiratif, parce que c'était du vrai militantisme. C'est un militantisme sans argent, ce sont des idées pour lesquelles ils ont payé le prix de leur liberté, ils ont été en détention, ils ont fait des mois, et tout le monde surtout était convaincu par ces idées, parce que Ousmane Sonko ne pouvait plus compétir, mais quelqu'un d'autre pouvait substituer, et encore, même si Diomaye Faye ça ne marchait pas, il y avait encore deux autres plans C et D. Est-ce que vous pensez que la façon dont notre système partisan, lui, il est quadrillé, cela permet de faire des idéologies, des idéaux, les épines ou les pièces maîtresses des partis politiques, un peu comme le modèle sénégalais qui vous rend admiratif? Non, vous savez, il n'y a pas de... Le Bénin n'a pas de leçons à recevoir d'aucun pays sur le plan démocratique. Nous avons fait nos preuves. C'est nous qui avons lancé la conférence nationale ici. On s'est inquiété pour le Sénégal à un moment donné, mais Dieu merci, les ressources démocratiques qu'il y a dans le pays ont permis de sauver les meubles. Il faut bien le dire. Mais cela dit, il n'y a pas de démocratie standard. Il n'y a pas de démocratie prête à porter. Il n'y a pas de démocratie clé en main. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ça, ce n'est que la définition de Lincoln. C'est très bien. Et après cette définition, pas la théorie totale. Après cette définition, chacun met, en fonction des réalités qu'il a, il met le contenu. C'est comme ça partout. Parce que beaucoup d'Africains se trompent sur le sujet. La démocratie en France n'est pas complètement la même chose qu'aux États-Unis. C'est pas complètement la même chose qu'en Israël. Les fondamentaux sont là, mais vous mettez le contenu, vous l'acclimatez en fonction des réalités de votre pays. Ici au Bénin aujourd'hui, pour ce que nous faisons, vous avez vu le président Diomaye Faye, il en a appelé, il va rencontrer les partis politiques bientôt. Il n'est pas exclu, peut-être qu'il en arrive
à ce que, je ne dirais pas que nous on a déjà pris de l'avance, puisque c'est maintenant que lui vient entamer les réformes. Vous parlez déjà de l'élève de talent. Lui parle de réforme maintenant. Nous sommes déjà en avant parce que les réalités africaines ne sont pas loin l'un de l'autre, plus ou moins, pour ceux qui veulent être réalistes. Et dans la vie, il faut être réaliste. Le réalisme politique a amené un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui nous mettent plus ou moins sur orbite, qui nous permet d'avoir de partis politiques stables, de partis politiques qui peuvent se vanter d'idéologie, qui peuvent travailler en fonction des idéologies, qui peuvent travailler avec le pouvoir était dissous. Si on était au Bénin, Diomaye Faye ne serait pas président. Mais Dieu merci, le Sénégal, c'est pas le Bénin. Chaque pays ne fait pas le mélange. Si vous faites le mélange, vous n'allez pas vous en sortir. Non, si vous faites le mélange, vous n'allez pas vous en sortir. Nous parlons du Sénégal, je vous parlais du Sénégal, et je vous disais que la démocratie, il n'y a pas de standard en démocratie. La démocratie a des réalités à chaque pays, à chaque région. Mais dans le fond, le peuple doit être au centre. C'est-à-dire que le choix doit venir au peuple. Ici au Bénin, pour ce que nous faisons par rapport à votre question, où l'élection va se faire à partir de grandes formations politiques. De grandes formations politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, pour parler avec la région du plateau du Bénin, je veux parler du département du plateau, on n'a aucun problème parce qu'on a assez d'éléments là-bas. Dans les 12 départements, nous les avons. Dans les 77, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes assis, nous sommes partout sur toute l'étendue du territoire national. Et quand on a des formations politiques comme ça, c'est très intéressant. Parce que ça permet de mutualiser un certain nombre de forces politiques. Et quand vous finissez par élire des gens comme ça, comme député, le député a un mandat national, ça le permet, puisqu'ils sont tous ensemble, et ils connaissent plus ou moins le territoire ensemble, pour parler du pays, ils savent de quoi ils parlent. Quand vous finissez par élire quelqu'un de là, comme président de la République, il ne vient pas et les gars vont se découvrir au gouvernement le jour-là. Ils ont déjà une idée claire de ce qu'ils font ensemble parce qu'ils ont une équipe. Allez, Bassirou Diomaye Faye, président, Ousmane Sonko, Premier ministre. Vous voyez le couple évoluer pendant longtemps. Est-ce que ça va marcher pour les deux jusqu'à la fin du mandat? Là aussi, ce n'est pas une première au Sénégal, par contre. Ce n'est pas une première. Qui vous souviennent dans les années 58, 60, avec Mamadou Dia et le président Léopold Sédar Senghor. On avait eu le président Senghor comme président de la République et Mamadou Dia comme président de conseil. Qu'enfin, ça n'a pas prospéré avec le temps. Je ne veux pas souhaiter la même chose à ce nouveau couple de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Je leur souhaite bon vent parce qu'ils ont fait preuve de ténacité, de témérité positive. Ils ont fait preuve de vision. Ils ont fait preuve de rêve même pour le pays et pour le continent, qu'il soit dit en passant. Quand nous disons PASTEF, c'est bien patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et donc, si vous voulez, c'est des africanistes, c'est des gens qui ont une vision, c'est des gens qui ont travaillé sérieusement. Il faut saluer leur patriotisme, leur sens patriotique et leur force politique. Ils ont présenté un projet aux Sénégalais. Les Sénégalais ont adhéré à plus de 54% dès le premier tour. Ça n'arrive pas tous les jours au Sénégal. Que ce soit M. Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, ça n'a jamais été comme ça aussi facilement. Donc, il faut leur souhaiter bon vent. Il faut prier Dieu à ce que les démons de la division ne les visitent pas. Et à eux deux, ils ont intérêt à faire attention à leur ego personnel. Ils ont intérêt à faire attention à ce que vont raconter la plupart de leurs différents collaborateurs, parce que très souvent, malheureusement, c'est de là que ce malheur-là vienne. Et je crois que s'ils restent ensemble, s'ils s'accrochent un peu au projet qu'ils ont mis en place, s'ils travaillent avec ceux avec qui ils ont pris le pouvoir, ils ont des chances de réussir le pari pour lequel ils ont été. Moukaram Badarou, dernière question dans cette émission, en deux mots. Le PASTEF, c'est le panafricanisme de gauche, c'est clair, avec un projet de société connu depuis la nuit des temps. On va en arriver là avec l'Union progressiste et la réforme du système partisan au Bénin, c'est-à-dire qu'on sache après Patrice Talon à quoi va ressembler l'Union progressiste et ce que vous proposez aux Béninois, un peu comme dans les grandes démocraties, sur 100 ans, 200 ans. Je voudrais vous débarrasser de cette idée de penser que l'Union progressiste... dans l'Union progressiste, vous avez l'Union fait la nation.
Je vous ai parlé tout à l'heure de 12 mars 2008. J'ai été l'un des acteurs. 12 mars 2008, nous avions lancé ici, au Palais de Kourou, la mutualisation des forces politiques. Et c'est à la suite de l'Union Fédération que nous avons eu l'Union Progressiste. Pour avoir finalement aujourd'hui l'Union Progressiste de Renouveau. En fait, parce que je vous vois venir, c'est pour vous dire que nous allons suivre à l'après Patrice Talon. Patrice Talon, nous voulons lui dire merci. Parce que ce que nous avons démarré en 2008, on n'a pas eu l'accompagnement nécessaire au niveau de l'État. Aujourd'hui, nous avons eu l'onction de l'État qui a permis de mettre ça suffisamment en musique. Jean-Jacques Rousseau a dit que vous voulez que vos idées s'imposent aux autres, transformez ça en loi. Aujourd'hui, c'est les lois de la République. C'est le code électoral, c'est la charte des partis politiques qui nous met, si vous voulez, la pression d'être ensemble. Parce que, effectivement, plus on est unis, plus on est fort. Et donc, je voudrais vous rassurer que l'Union Progressiste de Renouveau traversera les âges. Que cela soit dit et retenez-le. Deuxième chose, l'Union Progressiste de Renouveau, aux différentes échéances électorales de 2026, nous serons présents. Comme nous avons pris l'habitude désormais d'y être et avec les résultats que vous connaissez. Et l'Union Progressiste de Renouveau sera aussi présente là où certainement vous voulez en venir et avec un projet politique digne de ce nom. Parce que je vous invite au siège de l'Union Progressiste de Renouveau, vous allez vous rendre compte de comment ça travaille sur les thématiques dans différents secteurs. C'est d'ailleurs ça le charme et la chance des grandes formations politiques. Nous travaillons sur les différentes thématiques des différents secteurs et la mise ensemble de ces travaux, c'est ça qui conduiront au projet de société que nous allons présenter aux Béninois en 2026. Voilà, c'est la fin de cette émission, mais je m'en voudrais de ne pas prendre les nouvelles de Maître Adrien Ongbedji. Vous êtes très proche de lui. Comment il se porte? On l'a vu il y a un bon moment, même plus ces images. Comment se porte l'homme? Je peux vous assurer que Maître Adrien Ongbedji se porte très bien. À l'entame de cette émission, quand je présentais les condoléances, je lui présentais spécialement ces condoléances de ce que M. Bertin Aguet est très proche de lui. Donc je peux vous dire qu'il se porte très bien. Je vous dirais aussi que le président Joseph Dioguenou, qui est le président de l'Union Progressiste, le Renouveau, se porte très bien. Il dirige avec bravoure, beaucoup d'intelligence le parti. Ce n'est pas évident un consortium de partis politiques qui se sont retrouvés ensemble. C'est avec bravoure qu'il fait suite à ce que le président Bruno Amonsou nous a laissé, puisque c'est le président Bruno Amonsou qui a été le premier président de notre formation politique. Le président Joseph Dioguenou, avec la haute direction qui l'entoure, font ce qu'ils peuvent pour accompagner ceci avec, je dirais, la bénédiction et l'accompagnement de ce que nous appelons au niveau du parti, les dignitaires du parti, c'est-à-dire M. Adrien Ongbedji, Bruno Amonsou Djikolaole, Mathieu Kofi Nago, M. Abraham Zizido. C'est sous leur houlette que nous travaillons à mieux faire savoir ce que c'est que l'Union Progressiste de Renouveau au niveau de nos compatriotes. Nous leur demandons de continuer par nous faire confiance parce que leur saine émulation est le seul objectif qui est le nôtre, à savoir aider, contribuer à la construction de notre pays. Aider à faire en sorte que ce qui a démarré en 2016 et qui permet d'avoir l'essentiel au niveau des infrastructures routières, d'avoir l'essentiel au niveau de l'agriculture où ça marche, d'avoir les données macroéconomiques qui sont au vert depuis un moment. Bref, la crédibilité au niveau de la signature de l'État béninois. Bref, tout ce qu'il permet aujourd'hui, qui concourt à ce que le Bénin joue complètement sa partition au niveau des concerts des nations. Voilà, Mokaram Badarou, il est membre du bureau politique de l'Union Progressiste Le Renouveau. Environ 60 minutes de discussion. Zone franche, c'est terminé pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, Mokaram Badarou, merci d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Mesdames et messieurs, vous connaissez les canaux de rediffusion de cette émission. On se reprend dimanche prochain, oui, avec le même plaisir et certainement avec William Clécan. Merci et à très bientôt.